Avec le sourire, le podcast de celles et ceux qui n'ont pas envie d'attendre la retraite pour s'épanouir. Je suis Marie Diribarne, coach en changement et j'adore mon job. C'est une bonne situation, ça, coach? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a des situations qui nous conviennent et d'autres qui nous conviennent moins. La vraie question, c'est comment on trouve ce qui nous convient le mieux. Être neuroatypique dans la société dans laquelle on est, c'est être gaucher dans une société de droitier. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Ménasria pour parler de la puissance inexploitée de la neurodiversité dans nos organisations. Notre conversation pourrait bien changer votre façon de voir le talent et la créativité. L'occasion aussi de partager quelques clés qui pourront vous aider. Alors que vous soyez neuroatypique, souffrant d'un décalage constant avec votre environnement, ou juste curieux d'en savoir plus sur ce sujet qui touche près de 20% de la population, cet épisode est pour vous. Vous allez découvrir aussi comment, alors que tout nous réussit au sein d'une organisation qui nous offre tout le confort dont on a besoin, un sujet qui nous tient à cœur peut tout changer. Prêt à plonger dans l'univers de la singularité et de la connaissance de soi. C'est parti. Donc Sabrina, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette interview. Et pour commencer, la première question que j'ai envie de te poser, c'est toi, aujourd'hui, dans ton activité, qu'est-ce qui te donne le sourire ? Ce qui me donne le sourire aujourd'hui dans ce que je fais, c'est d'avoir le regard des personnes que je touche, qui se reconnaissent comme étant atypiques, singulières et qui ne le savaient pas. Et je pense que quand je sens cette prise de conscience profonde, parce que c'est assez profond d'aller découvrir son mode de fonctionnement, et vraiment j'essaie de m'atteler à ça, à essayer de transmettre et d'expliquer ce que c'est qu'être neuroatypique, d'écrire les modes de fonctionnement pour que les gens se reconnaissent. Et quand je le sens dans les entreprises, quand il y a des managers, des dirigeants qui se reconnaissent eux-mêmes, quand il y a des personnes qui viennent me voir, qui se reconnaissent, je pense que ça, c'est vraiment ce qui me... Waouh, je me dis, tout ce que je fais a un sens. Et justement, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la neuroatypie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la neuroatypie, c'est un terme un peu barbare, on va dire ça comme ça. Et puis, c'est un terme assez récent, où on essaye en fait de rassembler des modes de fonctionnement qui sont différents et minoritaires au sein de la population. Donc, il y a ce qu'on appelle des conditions, donc certains médecins appellent des troubles. Donc, il y a des spécificités comme l'autisme, le TDAH, la dyslexie, qui sont des formes de conditions neuroatypiques. Et puis, il y a d'autres modes qui ne sont pas considérés comme des conditions ou des troubles, qui sont ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel. Je suis pas très fan de ce terme. Je parle plutôt d'hyperexcitabilité intellectuelle. Les hypersensibles, qui sont des modes de fonctionnement qui sont différents et qui appellent, et c'est là c'est ce qui est intéressant avec la neuroatypie par opposition à la neurodiversité, enfin, pas par opposition puisque ça se complète évidemment, c'est que la neuroatypie, ce sont des modes de fonctionnement minoritaires dans la population, mais que la neurodiversité, ça concerne tout le monde parce qu'on a tous un cerveau différent. Et qu'est-ce que ça peut amener justement dans les organisations ? Alors, ce que ça peut amener dans les organisations, déjà, c'est une vision différente. Puisque quand on a un cerveau qui est câblé différemment, eh bien, on voit les choses avec une perspective différente. Donc, ce qu'on apporte, c'est un éclairage qui est tout autre. Il y a juste une petite chose qui est importante de souligner, c'est qu'en fait, on parle beaucoup parfois de normaux-pensants par rapport aux normaux atypiques. Je trouve ça très réducteur parce que les neuroatypiques, on estime que c'est 20% de la population. Donc, ça voudrait dire que 80% de la population est normopensante, ce qui est évidemment impossible et heureusement, sinon le monde serait bien triste. Donc, c'est plutôt, quand on parle de ces 80%, c'est plutôt des personnes qui arrivent à converger vers une norme de fonctionnement. Pour les neuroatypiques, c'est compliqué parce qu'ils sont tellement intenses, tellement câblés différemment que converger vers cette norme est difficile. Donc, eux, leur apport, en fait, c'est d'apporter du changement, c'est de regarder avec un autre point de vue. Donc voilà ce qu'ils apportent. Ils apportent de la profondeur d'analyse, ils apportent du changement, ils apportent un point de vue différent sur les sujets et notamment sur l'innovation et pas mal d'autres points. Alors, les neuroatypiques, c'est aussi bien les hommes que les femmes. Pourtant, tu portes plutôt des sujets autour du féminin. Alors, je porte pas plutôt des sujets autour du féminin. Je suis une femme qui est engagée aussi pour la cause des femmes. La neurotypie concerne tout le monde et elle est principalement détectée chez les garçons. Il faut savoir que, par exemple, pour l'autisme, c'est une fille pour 4 garçons. Le TDAH, il y en a qui disent, il y a des études qui disent un garçon, une fille pour 2 garçons. Il y en a d'autres qui disent une fille pour 4 garçons aussi. Donc voilà, ça dépend. Mais en tout cas, on a une détection qui est bien plus forte chez les garçons. 80% des femmes aujourd'hui qui sont sur le spectre autistique, elles n'ont pas été détectées avant l'âge de 18 ans. Donc les femmes, elles passent totalement sur les radars
très bonnes à se suradapter. Souvent, on dit elle est brillante, mais souvent, on les détecte plus tard, quand elles sont en burn-out, quand elles se sont trop adaptées et qu'elles craquent. Et pendant ce temps-là, elles apportent pas pleinement leur potentiel et elles souffrent, entre guillemets, peut-être d'un mal-être ou d'une dissociation interne parce que elles sont entre les normes qu'elles doivent respecter, les exigences sociétales, sociales, etc., qui concernent toutes les femmes, et puis leur singularité, leur point de vue différent qui les amène à voir les choses différemment. Donc, j'ai une sensibilité particulière parce que les femmes passent plus sous les radars, mais évidemment que toutes mes actions portent sur les deux sexes, heureusement. Alors, c'est amusant parce que depuis 5 ans que j'ai quitté le monde de l'entreprise, je croise beaucoup de femmes, justement des femmes brillantes, qui quittent les grandes organisations parce que, justement, elles n'arrivent plus à s'adapter à ce monde-là, à ce qu'on leur demande, et finalement, jusqu'où t'es prêt à te sacrifier, toi, pour faire carrière. Comment, toi, tu vois ça de ton point de vue ? Alors, moi, idéalement, ce serait que ces femmes, elles soient sur les bons postes et qu'elles fassent les choses, ce sur quoi elles sont bonnes. Vous savez, il y a la zone de talent des personnes neuroatypiques et pour ces personnes-là, elles ont presque un impératif d'être dans cette zone à cause de leur mode de fonctionnement qui fait que faire comme tout le monde, c'est plus souffrant et ça demande plus d'efforts que de faire différemment, ce qui est très facile, plus facile pour eux. Donc, idéalement, c'est de les mettre sur les bons postes et les bons jobs. Après, il y a cette forme de prise de conscience aussi dans la vie où il y a la quête de sens. Et la quête de sens, c'est aussi de se dire qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je dois faire. Je suis pas certaine que leur place, elle est forcément en dehors de l'entreprise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui quittent parce que elles n'ont pas été comprises, elles n'ont pas été accompagnées et que la liberté, quelque part, qu'elles trouvent à l'extérieur, l'entreprise n'a pas été capable de leur apporter. Ça, c'est dommage. C'est pour ça que les entreprises doivent vraiment s'engager sur le sujet parce qu'il y a une perte énorme de ces femmes-là. Après, le désir de réalisation personnelle, ça, mais oui, 1000 fois merci. Parce que ça va avec la connaissance de soi aussi. Et ça, c'est un but qui est très louable et que ces femmes-là, elles décident à un moment donné de prendre leur vie en main et de se dire, attends, je vais vraiment faire ce que j'aime. Elles peuvent pas se planter, en fait. Même si c'est souvent un peu compliqué. On est d'accord. C'est plus facile de rester dans sa zone de confort, mais c'est vraiment une prise de risque qui est saine. Et ce serait quoi le job? Tu vois, sur les bons jobs, ce serait quoi, en fait, le bon job pour un neuroatypique? Alors, les neuroatypiques, ils sont très bons sur une chose, c'est gérer le changement. Gérer le changement, que ce soit un changement technologique, que ce soit un changement organisationnel, dans des services en particulier, au RH, etc., ils sont très bons à gérer le changement. Pourquoi ? Parce qu'ils savent analyser l'existant de manière très profonde et ils savent aussi apporter des solutions. Donc, des compétences analytiques et des compétences créatives. On va dire apport de solutions. La créativité, ce n'est pas que l'art. Je le répète tout le temps. On peut être très créatif et mathématicien sans problème. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à résoudre des équations. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment des qualités très fortes. Et il y a une dimension que moi j'ajoute dans la gestion du changement, c'est l'empathie, c'est l'accompagnement des organisations. Et moi, ce que j'ai observé dans ma carrière, c'est qu'on fait du changement avec les mêmes modes de fonctionnement du passé. C'est la fameuse phrase d'Einstein, on ne résoudra pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Donc du coup, ces personnes-là, elles arrivent aussi à accompagner l'humain dans le passage d'un état A à un état B, pour celles qui ont cette particularité. Après, les singuliers, on peut en parler, mais il y a beaucoup de... C'est assez varié. Mais pour la gestion du changement et la transformation, on les retrouve généralement assez souvent sur ces métiers-là. Quand tu parles d'inclusion, on parle souvent des neuroatypiques juste sous l'angle du handicap, oui, parce que c'est traité en fait sur ce mode-là. Et finalement, les parcours plus atypiques avec du changement derrière, on a plutôt le sentiment en fait que les entreprises savent pas trop comment les gérer. Tu sais, c'est des CV qui sont vus un peu comme oula, ils sortent un peu du cadre. Ouais, complètement. Faut comprendre aussi que être neuroatypique dans la société dans laquelle on est, c'est être mis en situation de handicap. C'est-à-dire, c'est être gaucher dans une société de droitiers. Avant, on pensait que les gauchers avaient un problème. Et donc, c'est un peu le problème, c'est que la société n'est pas forcément adaptée à ces modes de fonctionnement-là. Donc, déjà, la notion de handicap, elle est nécessaire parce qu'elle peut protéger la reconnaissance certains profils, mais pas tous, parce qu'il y a tous les suradaptés, et moi, j'en côtoie énormément. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important de s'intéresser au mode de fonctionnement des gens plutôt qu'à mettre des étiquettes. Parce que les étiquettes, faut qu'on puisse se reconnaître dedans. Est-ce que j'ai tel trouble? Est-ce que j'ai telle particularité? Par contre, quand on décrit les façons dont fonctionne un neuroatypique, là, les gens peuvent s'identifier beaucoup plus facilement parce que ça va résonner assez facilement avec eux. Et j'ai perdu le sens de ta question. Ta question, c'était d'où est-ce que, d'un point de vue RH, du point de vue du cours de la valorisation de ces parcours un peu atypiques, aujourd'hui, quel écho tu as pour être justement au message que tu portes? Alors justement, moi, il y a un modèle qui est le modèle social
d'ailleurs du handicap, mais qui s'applique à la neurodiversité. C'est le fait de dire que c'est l'environnement qui te met en situation de difficulté. Donc les RH, dans leur approche, et c'est ce que je leur transmets, c'est de comprendre que les personnes qui sont neuroatypiques, on doit pouvoir créer un environnement favorable à leur développement et à l'apport de leur plein potentiel. Et ça inclut aussi les personnes qui ont une reconnaissance officielle de la qualité de travailleur handicapé, par exemple. Mais pas que. Parce que le nombre de singuliers ordinaires qu'on appelle d'ailleurs, il y a beaucoup, on dit toujours le profil atypique, le CV atypique. Tout à fait. Du coup, moi, je leur apprends à décrypter, à dire, quand vous voyez un CV comme ça, s'il vous plaît, ne le jetez pas à la poubelle. Essayez de comprendre ce que ça traduit des compétences. Alors là, je vais rentrer dans un autre terme, c'est les math skills, ouais. les compétences différenciantes et disruptives. Et celles-ci, on peut les lire et on les voit pas dans un CV linéaire. Donc, si on cherche des gens standards, on va avoir des CV standards. On cherche A, on veut A, on va chercher A. Pourquoi pas? Dans certains postes, je dis pas qu'il faut des neuroatypiques partout. Encore une fois, ma vision, c'est de dire il faut que la mission corresponde aux compétences, bien évidemment, et aux aptitudes, et pas de dire voilà. Mais dans chaque département aujourd'hui, on est en 2024, il y a toujours besoin d'amélioration continue, de creuser certains sujets, de personnes qui vont aller gérer les crises, qui vont aller voir des sujets en parallèle très différents. Donc on a toujours besoin d'une, mais quand on va chercher ces compétences-là, par exemple la personne qui va être en charge de l'amélioration continue dans un service comptable, on va peut-être aller chercher, se rassurer qu'un CV standard. Et à ce moment-là, il faut aller chercher d'autres types de CV et être capable de lire ce qu'on appelle des CV atypiques qui peuvent faire peur. Certains mettent pas de photos, certains sont trop détaillés, on comprend pas, donc ça peut effrayer. Certains parcours sont tout sauf linéaires. Les études sont peut-être pas là, mais ça traduit des compétences cachées qui, elles, peuvent faire la différence en entreprise. Et avec le développement de l'intelligence artificielle, le processus de recrutement est de plus en plus automatisé. Les CV sont de plus en plus filtrés en fait par une machine. Comment justement allier ces deux aspects en fait, à la fois la capacité à aller chercher, on parle beaucoup de talents, ces talents-là, ces talents math skills qui peuvent amener tout ça à l'organisation, puis en même temps le fait que on va traiter, on va dire 95% des CV, on va les jeter à la poubelle parce que finalement ils rentrent pas dans le moule. Alors moi, j'ai travaillé dans la data, donc effectivement, les biais existent. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut des profils neuroatypiques pour coder justement les IA de ces plateformes-là. Et intégrer la dimension justement de profils neuroatypiques pour pouvoir permettre, si on est dans cette automatisation, et puis je peux comprendre qu'avec un volume de CV très élevé, ça puisse se faire, pouvoir ne pas éjecter ces CV-là. Et c'est pour ça que c'est l'essor du numérique qui a aussi permis à ces profils de devenir très désirables et très désirés, parce qu'ils sont extrêmement bons à imaginer tous les cas de figure en termes de codage. Et c'est par le numérique, et quand on voit les grandes boîtes de technologie que sont Google, Microsoft, etc., elles ont tout un programme qui inclut ces profils parce qu'elles ont bien compris la valeur ajoutée qu'ils apportent en entreprise et la gestion des biais. Et comme leur cerveau, si vous voulez, il envisage tous les cas de figure, donc il va penser à toutes les options, etc., pour faire en sorte d'avoir le code le plus abouti possible, en envisageant tous les cas de figure, c'est probablement ces personnes-là qu'il faut mettre sur ces plateformes pour coder et permettre de rajouter un biais, à supposer que c'en soit un, pour laisser les CV un peu atypiques passer le filtre justement de ces plateformes. Et comment ton message est reçu aujourd'hui justement au sein des organisations? Sincèrement, ça a été compliqué, pour être très honnête, de pouvoir poser quelque chose, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et je pense qu'il faut donner de la dignité aux profils neuroatypiques. C'est-à-dire que les entreprises ne font pas la charité quand elles s'ouvrent à un programme, quand elles font de la diversité inclusion avec la neuroatypie, la neurodiversité. Donc c'est de dire, c'est pas de la charité, c'est votre intérêt, c'est du pragmatisme presque. C'est du pragmatisme, c'est-à-dire que d'un côté, ces profils-là, on leur rend leur dignité en disant vous avez des talents, on est prêt à envisager des gens qui fonctionnent différemment parce qu'on sait que ça va être un avantage compétitif pour nous, et ça l'est dans la période d'incertitude dans laquelle on est. On peut plus s'affranchir. Une société qui a zéro atypique, je ne sais pas comment elle peut survivre dans le monde incertain d'aujourd'hui en fait. Il y en a beaucoup qui sont cachés, ils sont pas avoués, mais en réalité il y en a dans les entreprises qui réussissent. Donc c'est pas de la charité, ce sont des profils qui ont des compétences, et
vous pouvez bâtir des passerelles pour les inclure. Et ce discours pragmatique, qui à mon sens redonne, et ce en quoi je crois, sinon je le dirais pas évidemment, je dis pas tout ce que je pense, mais je pense tout ce que je dis. Et donc ça leur parle parce qu'elles comprennent que là, il y a quelque chose qui se joue dans l'avenir de leur organisation. Et c'est pour moi le sujet de la neurodiversité, il est là. Il est vraiment dans l'avenir des organisations. C'est pas un petit sujet en plus pour faire joli. C'est vraiment un sujet qui, à mon sens, est stratégique. Parce que c'est la gestion des talents de demain. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à diversifier de la manière la plus aboutie possible ces ressources humaines, les collaborateurs qui constituent l'entreprise. On évite cette réplication statutaire ou normée des profils qui sont toujours les mêmes, mais qui résistent très difficilement au changement, et on les voit, et moi je l'ai vu en étant collaboratrice salariée dans des entreprises, le changement, ça fait peur à tout le monde. Et pourtant, on a besoin, une entreprise aujourd'hui, elle doit s'adapter en permanence. Donc, avoir des personnes qui n'ont pas peur de ça, qui au contraire, et je pense que tu vas souscrire, sont excitées à l'idée de se dire, waouh, il se passe un truc, comment on fait, etc. Je pense que en 2024 et dans les années à venir, c'est plutôt des atouts. Et évidemment, il s'agit pas juste d'être content d'avoir du changement, il s'agit de pouvoir l'adresser. Et c'est des profils qui, encore une fois, par leur capacité analytique, par leur hyperexcitabilité créative, l'apport de solutions, permettent justement de bâtir les solutions de demain et de les anticiper par leur analyse approfondie. Donc c'est pour moi presque un gage de survie des entreprises d'avoir ces profils-là en leur sein. Tu parles du coup d'appétence pour le changement, tu parles d'hyperexcitabilité. C'est super dur à dire. Hyperexcitabilité. Excitabilité. Ouais. Tu parles d'empathie, de profondeur en fait dans l'analyse. C'est quoi finalement les autres points forts qui peuvent être liés à ces profils atypiques? Les points forts, ceux-là sont déjà extrêmement conséquent. Il y a aussi un point qui est très intéressant pour certains profils, par exemple sur les profils autistiques, c'est un sens du détail qui est extrêmement poussé. Et donc un sens de la perfection, de l'excellence qui peut déstabiliser quand il faut aller vite et qu'on n'a pas un niveau d'exigence très élevé, mais qui peut faire la différence sur certains métiers, détection d'anomalies sur une chaîne de production par exemple, ou alors analyse d'un rapport ou production d'un rapport exhaustif sur un sujet. Ça c'est vraiment des vraies forces. Et si on prend l'exemple des personnes qui ont par exemple un TDAH, et ben c'est les personnes dont la gestion de crise. Ils arrivent à mobiliser en une seconde donnée des compétences. C'est comme un peu le trou noir, tu vois. Le sujet arrive, tout arrive en même temps. C'est ce que m'avait dit une jeune femme, c'est être TDAH, c'est avoir 10 écrans d'ordinateur ouverts en même temps. Donc être capable de gérer dans un temps record une somme de complexité incroyable pour la gestion de crise. Génial. Tu vois, ça c'est vraiment une force. Par contre, si tu leur demandes de planifier un truc et de mettre 1 an à faire un machin ils sont dans l'intensité du moment, vraiment c'est le challenge, etc. Là, tu peux les perdre, quoi. Mais par exemple, la gestion de crise ou d'imprévu, ça, ils sont très bons. C'est des exemples. Mais après, chaque profil, tu vois, c'est ça qui est particulier, c'est que chaque profil, tu vois, les personnes dyslexiques sont des grands entrepreneurs. Ils ont des capacités exploratoires qui sont incroyables. Il y a eu une étude, justement, qui a été publiée sur le sujet, qui met ça en avant. Ça, aller explorer, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est d'aller chercher les compétences de ces gens-là et leurs talents rares pour les mettre au profit des organisations. Ouais. Tu vois, je suppose aussi de voir les forces, justement, et non pas le côté les freins par rapport aux autres. Ouais. Mais tu vois, dans ce sens-là, le monde évolue beaucoup. La conscience de ces profils-là évolue beaucoup. Moi je rapproche beaucoup l'approche de la neuroatypie à celle justement sur les gauchers et les droitiers, à celle justement même sur les homosexuels. Tu sais, il y a avant les années 70, on pensait que l'homosexualité c'était un trouble de l'orientation sexuelle quand même, tu vois. Et donc je crois beaucoup qu'on est en train de dépathologiser le sujet. J'ai interviewé aussi Laurence Fung, qui est psychiatre et chercheur et qui dirige le Stanford Neurodiversity Center, et il me disait on développe une approche de la psychologie positive, le strength-based model, le modèle basé sur les forces, parce qu'on sait que pour ces profils-là, ils sont hyper
dans certains domaines, mais ils sont hypo dans d'autres. Et des trucs qui peuvent paraître, et je pense que les parents d'enfants neuroatypiques le savent, c'est que faire ses lacets, des trucs absolument basiques, ils peuvent y arriver à 12 ans, à 13 ans, ça peut prendre énormément de temps, alors que ça semble très accessible au commun des mortels. Donc, ils peuvent être hypo dans certains domaines organisationnels, planification, etc. Mais ils sont hyper et extrêmement puissants dans d'autres domaines. Et pour eux particulièrement, ce modèle basé sur les forces, ça redistribue les cartes du paradigme de la neuroatypie, justement. Et ça nous permet aussi de repenser la neurodiversité quelque part. Parce que si tu penses que chacun a ses forces et que tu positionnes chacun sur ses zones de talent en entreprise, tu crées le meilleur. Enfin, tu bénéficies vraiment du meilleur de chacun. C'est pas évident, ça prend du temps, faut que les gens se connaissent. On n'a pas appuyé sur un bouton, mais d'avoir cette vision en tête dans la façon de gérer les talents, les neuroatypiques peuvent donner le là d'une nouvelle façon aussi de gérer les talents en interne, tu vois. Tout à fait. Ils ont justement aussi cette ouverture, souvent, qui fait que justement, ils sont capables aussi de faire des liens entre des sujets qui n'en ont pas forcément à la base. Absolument. Tu vois, ça, c'est la dimension analogique. C'est aussi en lien avec le cerveau droit et les capacités créatives, où justement, c'est d'aller chercher des liens de sens, d'associer des idées et d'arriver, plutôt que d'être dans le lien de causalité, qui est un peu notre monde un peu rationnel, cause-effet, etc. C'est un rapport d'analogie, donc de sens. Donc, c'est de faire des connexions qu'on n'imaginerait pas dans cette approche par la cause à effet, mais qui pourtant sont des choses qui peuvent être extrêmement disruptives. Et c'est pour ça souvent on va aller chercher sur ces choses-là. Et les grands disrupteurs de l'histoire, c'était des singuliers, c'était des atypiques. Tu vois, Steve Jobs, c'est l'exemple le plus flagrant de l'atypique, mais il y en a plein. Il y a Gandhi, il y a aussi, ça peut être pris dans d'autres domaines. Einstein, enfin, lui, c'est le roi des atypiques. Non, mais lui, j'adore parce qu'il a laissé un tas de citations qui disent tout sur les neuroatypes. Toutes ces citations, elles résument parfaitement ce que c'est que la neuroatypie, et sans le savoir, bien sûr, mais par rapport à son cas à lui et sa vision du monde. Absolument. Et toi-même, tu as changé de vie finalement en février 2020 ? T'as quitté Chanel juste avant la pandémie. Un peu avant, j'étais déjà partie, mais oui, j'ai changé de vie. Après, c'est vrai que moi, c'est une cause qui me tient à cœur et je suis convaincue Il y a vraiment cette impression que il y a comme une pépite. Tu vois, pour moi, en fait, on a de l'or et puis c'est recouvert un peu de boue et on pense que c'est un caillou et personne ne voit. Parce qu'il y a cette boue, parce qu'on sait pas l'utiliser, parce que ça a pas mal traîné par terre, etc. On n'a pas accordé trop d'importance. Et pour moi, il y a vraiment cette logique de dire, ces profils-là, il faut enlever toutes ces couches de boue, etc. Et on va se rendre compte que ce sont des pépites. Mais j'ai ce sentiment qu'on pense que ce sont des cailloux. Mais ce ne sont pas des cailloux, parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit et ce que j'ai pas dit, c'est que ils ont tendance aussi à soulever la poussière qu'il y a sur le tapis, à soulever le tapis avec toute la poussière qu'il y a dessous, à dire des vérités qui sont pas faciles à entendre parce qu'ils ont creusé le sujet. Donc ils peuvent aussi souffrir beaucoup, et moi des exemples, j'en ai des tonnes malheureusement, de profils qui se sont vus mis de côté, harcelés, etc. parce qu'ils apportaient un regard que le manager voulait pas, que ça sache, etc. Ils arrivent dans un département, ça fait 20 ans que les gens travaillent comme ça, il dit alors il faut peut-être faire ça, tout le monde est en panique et hop on l'ostracise. Et à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et à dire tout haut comme une évidence tout ce que tout le monde pense tout bas. Et moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, s'il vous plaît, ne vous sacrifiez pas sur l'autel de votre singularité. Vous avez plein d'idéaux, vous êtes engagés vous êtes des chercheurs de vérité. Mais faut pas vous tirer non plus une balle dans le pied à être le sauveur peut-être d'une organisation qui ne veut pas se sauver. Et pourquoi ? Parce que pour moi, l'intégrité psychologique, c'est la priorité absolue. De préserver l'intégrité absolue psychologique de ces personnes, parce que souvent elles sont hypersensibles et donc elles peuvent facilement sombrer dans la dépression et dans des travers de troubles mentaux aussi. Donc moi c'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment ça, c'est qu'ils préservent leur singularité, qu'ils fassent attention, mais d'un autre côté ils peuvent être un peu harcelés, etc. Et pour retourner sur ta question, parce que j'ai pas perdu le fil cette fois, donc moi c'est cette conviction là qui m'a animée, et comme je l'ai fait dans l'entreprise où j'étais, quand j'étais chez Chanel, j'ai, sans le dire, de manière très silencieuse, parce que moi j'ai découvert que j'étais neuroatypique il y a très longtemps,
C'était très 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 longtemps, voilà. J'étais jeune et insouciante à l'époque. Moi, ça m'a fait bien évidemment, comme beaucoup de personnes, un coup de massue dans la tête. Enfin voilà, tout ce qui se passe quand on découvre une vérité sur soi, alors que ça nous concerne, mais on le savait pas ou on n'en avait pas pris conscience. Et derrière, moi, quand j'ai travaillé, quand j'étais en entreprise, j'avais conscience de ça. Donc, je travaillais avec cette connaissance de moi que j'ai creusée. Ça fait 25 ans que je fais du développement personnel pour essayer de gérer la bête, gérer un peu toute cette intensité. T'as fait 2 burn-out, c'est ça? J'ai fait 2 burn-out. Ouais. J'ai fait 2 burn-out et j'ai juré qu'on m'y reprendrait plus. Je me suis dit, ma santé psychologique est ma priorité absolue. Comme le dit une grande philosophe, je suis pas venue ici pour souffrir. Donc, pourquoi m'imposer des choses, me faire du mal à moi-même parce que je suis très exigeante, parce que je vais trop loin, parce que je creuse trop, parce que je suis trop créative, etc. Donc, j'ai essayé de canaliser ça, effectivement, après avoir fait mes 2 burn-out. Et du coup, c'est du burn-out que je suis allée me faire un diagnostic. Et, enfin, je me suis fait tester. Et après avoir été testée, ça a changé ma vie. Et en entreprise, j'ai observé, j'ai recruté, j'ai monté des équipes. Mais ce qui était particulier, c'est que je l'ai jamais dit à mes collaborateurs. Je leur ai jamais dit. Je leur disais, tiens, tu fais ça très bien. Regarde, t'es très bon là-dessus. Donc moi, je les orientais sur leur zone de talent. Je les mettais rarement sur leur zone d'effort ou en petite évolution, mais je me focalisais sur leur zone de talent pour essayer de trouver le meilleur de l'équipe. Je les recrutais, je les formais. Mais je me suis rendu compte quand même que ce que je comprenais d'eux, l'organisation, parfois, je ne le comprenais pas. Et donc, je pouvais être très, moi, compréhensible de leurs différences, évidemment, puisque c'était un peu moi aussi, j'étais un peu concernée, mais j'étais une suradaptée. J'ai appris les codes, on va dire. Mais je me rendais compte qu'ils étaient un peu perdus et j'ai réalisé à quel point l'entreprise ne comprenait pas ces profils et à quel point, même en ayant une approche individuelle, managériale, adaptée, il y a tout l'environnement qui peut être aussi problématique pour eux et qu'en fait, quand on veut travailler sur ce sujet-là, il faut travailler sur l'environnement et la conscience de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me concentrer là-dessus parce que j'ai considéré que l'époque, c'était avant le Covid, il fallait des disrupteurs. Alors, depuis le Covid, c'est encore plus vrai, que leurs compétences étaient indispensables et pourtant qu'elles n'étaient pas comprises et acceptées par les entreprises. Donc, ce gâchis, finalement, je me disais, mais il faut faire quelque chose. Et dans ma petite mesure à moi, avec ma petite approche, je vais faire ce que je peux pour aider les entreprises à mieux comprendre ces profils, à développer une culture de la neurodiversité qui accepte des modes de fonctionnement très différents, y compris dans les extrêmes, mais y compris au sein de leurs équipes, pour justement leur permettre d'inclure ces profils et de bénéficier de leurs talents. Donc ça a été un chemin assez une conviction profonde qui s'est transformée finalement en entreprise, en activité, voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'à un moment donné t'es parti ou c'est juste cette conviction que t'as eu envie d'aller porter à l'extérieur finalement? Oui, non, mais je pense que j'avais fini ma route en tant que salariée. D'accord. Je pense qu'il était temps que je prenne ma liberté. J'ai réalisé à quel point cette envie de changer les choses et de faire bouger les lignes et de changer les narratifs nécessitait d'avoir une absence de cadre quelque part. Ouais. Et l'entreprise reste un cadre, et on n'a pas tous. Et c'est ça qu'il faut. Il faut être assez subtil quand même sur l'approche parce que tous les singuliers ne doivent pas se retrouver en pleine liberté, comme ça, sortis du cadre. Pas du tout. Parfois, il y en a qui le font par dépit, parce qu'ils se disent, l'entreprise veut pas de moi, je sors. Alors que, peut-être que sur le bon poste, ça marcherait. Mais quand moi, je sais que j'avais fini un cycle de développement personnel, de développement professionnel, où j'avais fait des choses extraordinaires. J'étais hyper contente en interne de ce que j'avais fait. J'avais eu énormément de liberté. Et j'arrivais à un moment donné où ça devenait trop étroit et le cadre ne me convenait plus. Et quand le cadre ne vous convient pas, le mieux, c'est de partir et créer son propre cadre, de créer son propre référentiel et de créer un mouvement quelque part. Et je pense que j'en étais arrivée à là de mon développement personnel et donc je suis partie et j'ai fait ce qui me semblait être le plus juste pour moi, par rapport à ce qui m'anime et hors du cadre. C'est-à-dire que faire les choses et la notion de liberté, pour moi, elle est clé. Je pense que si je devais avoir un mot essentiel, c'est la liberté. Et avoir cette liberté, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Même si, bien évidemment, c'était pas facile, qu'il y a eu plein de questionnements, que quand vous êtes resté, moi, je travaillais depuis toujours, donc sans cadre, il y a plein de gens qui vivent ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, je leur rends hommage. Je sais que vous savez ce que c'est de sortir de toute cette espèce de grand tunnel de professionnel et après de se dire
Ok, il y a la liberté, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Et justement, dans ce parcours-là, qu'est-ce qui a été facile pour toi? À l'inverse, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Ce qui a été difficile, je pense que c'est la chose la plus difficile, ça a été de croire en moi et en ma vision. Ouais. Et de m'affranchir parce que je suis une suradaptée. Donc, je comprends les codes sociaux, je sais comment les gens, je suis très empathique, je sais comment les gens vont réagir. Donc, ma grande faille dans ma vie, ça a été de m'adapter. C'est pour ça que les gens, généralement, disent « Oh, il est sympa, pas de problème, j'aime pas le conflit, tout ça. » Et donc, ce rapport à la conformité, être conforme aux règles sociales, même si j'ai toujours été un peu libre, mais dans un cadre, sortir de ce cadre-là, ça m'a imposé de vraiment croire en ce en quoi je croyais, en ma vision, en mon travail, en mes recherches, en tout ce que je fais, et de le porter haut et fort. Et ça, je pense que ça a été ce qui a été le plus grand travail que j'ai fait finalement en quittant le monde très cadré, très confortable. En plus, dans le luxe, tu imagines bien que c'est un peu douillet. Ouais, je pense que ça a été la chose la plus difficile. Et ce qui a été la plus facile, ça a été de créer, d'imaginer, de penser, de rédiger, d'analyser, de lire, de faire tout ce que j'aimais faire j'ai jamais acheté autant de livres de ma vie, j'ai jamais autant lu, j'ai jamais été voilà, et d'avoir la pleine pour te faire rire. Avant, quand j'étais en entreprise, je faisais pas de tâches ménagères en fait, parce que quand je sortais du monde d'entreprise, j'avais besoin de lire, j'avais besoin de faire des choses, etc. Maintenant que j'y consacre ma vie et ma journée, je me dis bon, je vais aller couper des patates. Je vais aller marcher. Je vais faire un truc que je n'aurais jamais fait avant. Je vais faire le ménage. Je détestais faire ça. Mais là, je me dis, une activité où je vais me reposer parce que là, comme je suis dans ma zone de talent en permanence, et ben, par opposition, j'ai du temps pour faire des choses qui sont plus des choses manuelles, des choses qui vont m'apaiser et qui, du coup, ne vont pas me faire travailler cette partie-là. C'est assez rigolo, mais... Donc, si je comprends bien, finalement, là, ta singularité, ça a plutôt été une aide qu'un obstacle. Dans cette partie de ma vie, oui. Mais ça n'a pas toujours été dans ma carrière. Non, tu vois, dans ma carrière, ça n'a pas toujours été parce que je suis parfois allée trop loin. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai mis dans mon livre. Tu vois, quand j'ai écrit ce livre intense, les 7 clés de la réalisation de soi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes apprentissages. Moi, mon histoire, elle commence à l'âge de 17 ans, c'est mon premier burn-out, et derrière, c'est 25 ans de développement personnel pour essayer de gérer la bête. C'est pas gérer le personnage, on va dire, mais non, ça a été assez, tu vois, ça a été un long parcours, et j'ai eu des apprentissages tout au long de ce chemin. Des apprentissages aussi sur mes limites à moi, parce que quand j'étais en entreprise, tu vois, typiquement, j'étais tellement intense et j'analysais tellement les choses, j'allais tellement en profondeur qu'il a fallu que apprivoiser aussi la façon dont les autres me recevaient. Et à un moment donné, me mettre aussi en empathie. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais peut-être une tendance au tout début de ma carrière à être extrêmement exigeante, extrêmement puriste sur les résultats, sur ce qu'il fallait faire, etc. Quitte peut-être à gêner certaines personnes ou même à les faire se sentir pas bonne ou pas compétente. Ça, c'est un gros travers aussi. Et ça, je l'ai compris, et ça, j'ai commencé à me dire, mais non, mais il y a ta vision des choses. Certes, tu as tel niveau d'exigence. Et puis, il y a les autres, comment ils fonctionnent pas comme toi. Donc, comment tu fais pour essayer de partager ta vision des choses sans l'imposer, et en respectant ce qu'ils sont aussi. C'est ça la neurodiversité. C'est pas que voir tu vois, quand t'as passé 4 heures à bosser un sujet, la personne, elle arrive, elle n'a pas passé ces 4 heures. Toi, t'as été en plus avec l'intensité, l'hyperexcitabilité. Oui. Les 4 heures, c'est 12 heures de travail, voire 2 jours, parce que tu mets une telle énergie sans te distraire que voilà. Mais la personne, elle arrive, elle a pas mis cette énergie. Donc, il faut aussi accepter ça. Et si tu veux vraiment transmettre, et si tu veux vraiment partager ton travail et faire ce que tu as fait, il faut que tu puisses aussi considérer l'autre et échanger avec lui sur un pied d'égalité sans te dire voilà, c'est comme ça, etc. Et ça a été un travail, et c'est ce que je mets dans le livre aussi, tu vois, c'est tous ces apprentissages là et des clés pour aussi se mettre à la place des autres. Et ça a été, je pense, ce que ma carrière m'a octroyé, c'est vraiment ça, c'est comment tu te mets à la place des autres, et toi dans cet écosystème là, comment tu t'inscris, tu vois. Il y a d'autres apprentissages comme ça que tu aurais envie de partager? Il y en a plein. Il y en a plein, je les ai tous mis dans mon livre, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Tu vois, il y a le syndrome d'Alexandre. Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Ça, je ne connais pas le syndrome. J'ai un peu travaillé. Tu vois, Alexandre le Grand.
Tu vois, Ouais. il est parti jusqu'aux confins de l'Indus. Il a conquis l'Europe. Il est parti à Babylone. Il est parti jusqu'en Inde. Il ne s'est pas arrêté. Il a quitté la Macédoine à 18 ans. Il s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il arrive. Ses soldats étaient épuisés. Ils en pouvaient plus. Mais lui, le conquérant, celui qui voit la destination, finalement, au bout d'un moment, il y a des alertes. Ces généraux lui disent on n'en peut plus, on arrête, etc. Voilà, parce qu'ils n'ont pas cette hyper-stabilité. Mais lui, il voit la direction et il ne sait pas s'arrêter. Et ça, c'est un truc de singulier. Cette intensité-là, quand le moteur est lancé, de pas voir que d'un côté il y a quelqu'un qui dit je comprends pas là faut que tu t'arrêtes. Et non, il y a l'hyper-excitabilité qui demande à être nourrie, cette intensité qui est en soi. Et en fait, c'est un vrai plaisir quand on est dans cette zone de talent-là, on le sait. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que les autres puissent suivre. Ouais. Et ça, c'est un impératif quand on veut avancer. Tout à fait. Et je cite ce syndrome-là, par exemple, en disant attention, étudiez les signaux faibles. Quand les gens vous lâchent, vous n'êtes pas une locomotive sans wagon. Faites attention de vous assurer que les wagons sont toujours bien arrimés à la locomotive. Si vous êtes dans cette approche de votre singularité qui essaie d'être conquérant, comme beaucoup de TDAH par exemple, ou de personnes qui sont intenses intellectuellement, pour pas dire HPI, sont pas mal parfois dans cette dynamique-là. Et là, on perd les gens, par exemple. Et donc, combien, et surtout chez les femmes, combien de singulières se sont fait rattraper par la patrouille parce qu'elles sont allées trop loin et elles n'ont pas vu l'environnement, ce qui se passait. Elles étaient trop orientées sur leur objectif et elles n'ont pas vu que là, il y avait tel mec qui attendait sagement qu'elle se casse la gueule royalement pour pouvoir récupérer son poste, récupérer ceci. Donc, la stratégie d'entreprise, c'est un truc, la stratégie individuelle, tu sais, tout ce qui est positionnement, etc. Un singulier, il sait pas faire ça puisqu'il est trop orienté vers ses intensités, elles le poussent en dehors de lui. Et donc, il oublie l'échiquier organisationnel. Et c'est là, généralement, où il se perd. Donc, tu vois, ça fait partie des petits, donc, toujours ne jamais perdre de vue ça. Donc, je donne des petites astuces comme ça pour surtout être conscient de pas aller trop loin et de garder contact avec son environnement et d'analyser aussi ceux qui, comme je dis, tapis dans l'ombre peuvent s'assurer parce que la personne est trop, je vais pas dire de lui tirer une balle parce que bon, il y a des gens qui sont plus gentleman ou gentlewoman que ça, mais quand même, voilà, d'être vigilant sur ces points-là pour encore une fois toujours pas être sacrifié sur l'autel de ses idéaux et de sa singularité. De quoi tu serais plus fière aujourd'hui finalement? Je serai où je suis. De quoi es-tu la plus fière alors à l'heure actuelle? C'est d'être allée au bout de mes convictions et du travail que j'ai fait, des recherches, etc., de tout ce que j'ai fait pour arriver à une vision qui est, à mon sens, une vision qui peut être partagée et acceptée par les organisations. Ça, c'est vraiment un point de fierté. Et moi, je le vois quand je la présente aux organisations, aux entreprises, quand je leur dispense mes formations. Il n'y en a aucun qui me dit « Ah mais non, mais ça, la neurodiversité, la neuroatypie », ils sont tous à se dire « Ah ouais, on y va, comment on fait? C'est quoi la stratégie? Sur quoi on travaille ?» Et donc, on travaille sur l'approche. Donc, tu vois, c'est probablement dû à ma suradaptation. Tu vois, finalement, je me dis que dans toute chose, il y a un apprentissage. C'est ma capacité à comprendre les attentes sociétales, ma capacité à comprendre et d'essayer de trouver le meilleur format qui permette de satisfaire la majorité, tout en étant, évidemment, aligné avec ses convictions. Encore une fois, il ne s'agit pas de pervertir ses idées. Et ça, ouais, je dirais que ça, c'est la chose là dont je suis la plus fière, c'est d'avoir abouti à ce modèle-là. Merci beaucoup, Sabrina. J'ai une dernière question. Ce serait, finalement, tu as un peu parlé de tes convictions tout à l'heure, mais ce serait quoi la conviction profonde qui te soutient, en fait, ou qui pourrait aussi être un peu le fil rouge de ton parcours, finalement, qui t'aide au quotidien? À mon fil rouge dans ce que je fais, c'est ma conviction profonde, et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me donne l'énergie tous les matins, c'est arrêter le gâchis. Si je veux plus voir, malheureusement ça va pas se faire du jour au lendemain, mais arrêter d'avoir des profils talentueux qui souffrent, qui sont pas entendus, etc., et dont le potentiel est pas utilisé et qui du coup ils sont mal à cause de ça. Donc arrêter le gâchis
des profils neuroatypiques et de vivre dans un monde où on les prend tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs zones d'effort, leurs zones de difficulté, et on les reconnaisse vraiment pour ce qu'ils sont, parce qu'il y a quand même énormément de souffrance. Et moi, je suis très empathique, donc forcément, ça m'affecte de voir toute cette souffrance, tu vois. Dès que je repense à la souffrance des profils, il y a énormément de personnes qui m'écrivent, etc. Donc, je la ressens et je la trouve pas juste. Alors, il n'y a pas que la neuroatypie, il y a d'autres choses, il y a l'éducation, il y a aussi les difficultés familiales, etc. Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, mais il y a quand même une forme d'injustice sur la façon dont on considère ces gens-là. Il y en a beaucoup qui souffrent. On n'imagine pas, les autistes, c'est 6 personnes. Aujourd'hui, on considère que 6 autistes sur 10 ont déjà pensé à faire une tentative de suicide. 3 sur 10 sont passés à l'acte. Donc voilà. Typiquement, moi, ça, c'est des chiffres qui sont... voilà, je me dis, c'est pas possible. Et comment on fait pour bâtir une société qui les prend comme ils sont, qui met en place les moyens de leur équilibre et pour leur faire une place, c'est indispensable, et qui bénéficient de ce qu'ils ont à apporter parce qu'ils ont des choses à apporter. Donc voilà, c'est ça qui me anime dans tout ce que je fais, c'est sans gâcher tous ces talents. Et c'est un double gâchis, parce que quand chacun est à sa place, finalement, c'est un bénéfice personnel et c'est un bénéfice pour l'organisation, et tout le monde y gagne, en fait, y compris en termes de performance, mais aussi l'équipe et le reste de l'équipe, parce qu'ils amènent tellement aussi aux autres. C'est génial. C'est exactement ça. Tout le monde bénéficie de ça. On est aussi, tu vois, dans le travail. C'est pour ça que la neurodiversité, c'est important de la prendre de manière assez large. C'est que dans nos rapports, dans nos interactions sociales, il y a énormément d'émotionnel. On s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup. La dimension émotionnelle est énorme. Donc, tu vas me renvoyer une image qui va me déplaire. Donc, je vais avoir un rapport conflictuel avec toi. Mais en même temps, ça va venir renvoyer un truc chez moi qui est pas réglé, un truc, peut-être une zone de faiblesse, où j'ai pas confiance en moi, ou quelque chose. Et donc, quand on commence à travailler sur le sujet de l'inclusion de ces profils, on commence à travailler aussi sur notre rapport à l'équipe, au rapport à l'autre, à la différence de l'autre. Donc c'est pour ça que la neurodiversité, c'est un sujet majeur, parce qu'il adresse un thème qu'on a peu abordé dans l'histoire de notre humanité. Finalement, c'est la connaissance de soi. Tu vois, ça démarre avec Socrate. Après, il y a eu un trou. Et après, il y a eu un trou. Tu vois, les philosophes grecs, ils avaient compris ça. Tu as le temple de la Pythie à Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, mais on a oublié. Après, on est partis tous à l'extérieur, on est partis conquérir le monde, on a bâti pas mal de choses, on a déserté notre terrain intérieur. Ouais. Et donc, quand on parle de neurodiversité, on adresse indirectement cette question de la connaissance de soi. Et finalement, dans les rapports humains, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est d'apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, on est capable de verbaliser, bah voilà, moi, quand tu me demandes ça de telle manière, je le prends pas bien. Voilà, ça permet déjà plutôt que de réagir, de se braquer, d'être en conflit, et c'est tous les problèmes d'équipe qu'on peut avoir, c'est les gens qui n'arrivent pas à travailler ensemble parce que c'est compliqué, parce que voilà, et pour des profils neuroatypiques, c'est aussi compliqué de trouver leur place dans ce collectif-là. Donc la neurodiversité, de manière générale aussi, par la sensibilisation, tu vois, ça permet à ces gens-là d'être compris en travaillant sur les différences individuelles, et même d'accepter, même le nerveux là-bas, même celui qui fait rien face à son écran et qui a pas envie de répondre, sauf bien évidemment à la limite du respect, et on est d'accord, je parle, mais voilà, ça permet aussi de s'ouvrir à dire voilà, il est comme ça, et je vais pas aller me battre pour, et comment je fais pour interagir de manière vertueuse avec cette personne, encore une fois avec les limites. Pas de toxicité, évidemment. Il s'agit pas d'accepter des choses inacceptables. Donc voilà, tu vois, c'est un vrai chantier, la neurodiversité. C'est très profond, et en même temps, je pense, moi, que c'est vraiment le sujet qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise au niveau. Je parle de la gestion des ressources humaines, ou des talents humains, on va dire, dans leur globalité. Je partage totalement, et merci beaucoup de porter ce sujet dans les entreprises. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je suis très heureuse en fait d'inaugurer ce podcast avec toi sur ce sujet-là, parce que je trouve que c'est un très beau sujet. Merci. Merci à toi. Merci. Cet épisode vous a plu? Faites-le nous savoir avec vos commentaires. Vous avez des suggestions d'amélioration ou d'invités? Partagez-les nous aussi. Toutes les idées sont les bienvenues et nous aideront à développer ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas, en vous abonnant, vous nous soutenez. Et si vous aussi, vous souhaitez développer la neurodiversité dans votre organisation,
n'hésitez pas à contacter Sabrina Ménasria. Elle sera ravie de vous accompagner. À très bientôt, avec le sourire.